Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review bilan de l'épisode 72 de Dragon Ball Super. Et avant ça, je voudrais vous faire un petit point vraiment personnel. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent déjà que ça va pas fort en ce moment. Mais bon, vous êtes plus de 4100 abonnés sur la chaîne et je vous en remercie énormément, tandis que sur les réseaux sociaux, vous êtes à peu près 200, on va dire. 200 sur Facebook, 200 sur Twitter, et merci beaucoup aussi d'être là. Mais vous comprenez qu'il y a un écart énorme entre le nombre d'abonnés YouTube et le nombre d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Et bon, du coup, sur les réseaux sociaux, je vous avais fait un petit message en vous disant qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de vidéos dans les prochains jours. Et je parlais en particulier de cette semaine-là, après je sais pas, à vrai dire, en vous disant que ça va pas fort. Je peux pas vous donner énormément de détails, et j'en suis désolé, mais je voulais au moins vous partager ça. Déjà, et c'est ce que j'avais marqué sur les réseaux sociaux, ça va pas fort en termes de santé, et je sais pas comment dire ça, mais en ce moment aussi, psychologiquement, ça va pas très fort. Je vis un moment pas sympa du tout. Voilà, il se passe des choses dans ma vie pas super bien à vivre en ce moment pour moi. Je suis encore désolé une fois de plus de pas pouvoir vous donner plus d'informations, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et voilà, je préférerais quand même que les détails restent personnels. C'est assez con de commencer une vidéo en vous disant que ça va pas fort, ou d'être en pleine période de fête de fin d'année et tout ça, de vous dire que ça va pas fort aussi, mais bon. Malheureusement, on choisit pas. Je sais pas quoi d'autre vous dire vis-à-vis de ça, mis à part vous prévenir, et de vous dire qu'en ce moment, les choses dont j'ai besoin, c'est de me reposer et de trouver des solutions à mes problèmes. À vrai dire, je sais pas comment je vais trouver des putains de solutions à ces putains de problèmes, mais voilà. C'est tout ce dont j'ai besoin, et bien sûr de votre soutien. Je compte sur ça le plus possible. Et quand je vous parle de votre soutien, je parle pas à mettre un like ou je sais pas quoi, ça vous le faites si vous avez envie, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, je vais pas vous demander un like. C'est tout simplement quand je lis vos messages, quand certains d'entre vous viennent me parler sur les réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux, ça n'apporte rien du tout au référencement de ma chaîne. Mais vraiment rien. Et pourtant, je suis super heureux quand quelqu'un vient me soutenir, m'apporter un message de support, que ça soit sur les commentaires YouTube ou aussi bien sur les réseaux sociaux. Mais je pense que vous avez compris, pas besoin de m'étaler. Du coup, je sais pas combien j'ai bouffé de temps dans la vidéo pour vous parler de ça, mais ça me semblait nécessaire. De toute façon, vous allez remarquer que le rythme, au moins cette semaine de mes vidéos, va être assez irrégulier. Je m'en excuse aussi d'avance, mais je vais faire de mon mieux à vrai dire. Parce que une des rares choses qui me fait du bien en ce moment aussi, c'est de venir sur YouTube. Dragon Ball, et parler Dragon Ball, c'est un peu dans ma vie ce qui m'accompagne, que j'aille bien ou que j'aille super mal. C'est ce qui est toujours là en fait. Du coup, c'est pour ça aussi que je viens sur YouTube en parler. Je pense qu'on a tous une œuvre ou quelque chose qu'on aime bien faire. Enfin, je sais pas. Je pense à vous parler. Que vous alliez super bien, super mal, il y a quelque chose qui est là. Quelque chose de... Je parle pas d'une personne. Je parle vraiment quelque chose d'immatériel, d'un objet ou je sais pas quoi. Je sais qu'il y en a pour qui ça va être Star Wars. Voilà, il y a des choses qui sont cultes pour vous, qui vous accompagnent dans tous vos états, aussi bien physiquement que moralement. Et pour moi, vous l'aurez compris, c'est Dragon Ball. Et en plus de ça, ben voilà, je peux venir vous en parler. Je sais que j'ai une super communauté. Et si j'avais pas une super communauté, honnêtement, j'aurais sûrement pas sorti du tout de vidéos. Si je continue à sortir des vidéos, même quand ça va mal, c'est pas pour l'argent. Vous savez, si je comptais sur YouTube pour vivre, ça ferait un moment que je serais SDF. Du coup, c'est vraiment parce que je sais que j'ai une communauté qui est très bonne, qui est très intelligente, qui m'envoie de très beaux messages à chaque fois, à chaque vidéo. Il y a même des personnes fidèles qui viennent, dont je revois les noms. À force, je vous connais, je sais comment vous pensez vis-à-vis de Dragon Ball, je sais pas comment vous êtes dans la vraie vie, je sais pas comment vous êtes de manière globale dans la vie, quoi. Mais quand on parle de Dragon Ball, je sais déjà appréhender la personne et tout ça, voilà, je commence à vous connaître, la plupart d'entre vous. Et ça me semble logique, quand on se parle beaucoup avec quelqu'un, de le prévenir aussi quand tu vas être un peu en retrait, quand tu n'es pas au top. Ça arrive à tout le monde, vous avez tous des hauts et des bas. Peu importe que vous soyez très jeune ou que vous soyez de génération un peu plus ancienne, vous avez tous d'énormes problèmes par moment et d'énormes moments de joie par moment. Bon ben là c'est pas dans la phase la plus joyeuse de ma vie, mais on fait avec. Une dernière chose, et je commence directement la review de l'épisode 72 de DBS, pour vous dire que certaines personnes viennent me conseiller des fois en me disant tu devrais faire un peu plus court sur cette vidéo là, un peu plus long, un peu plus détaillé. Et ça c'est super cool. Ça je l'accepte avec plaisir parce que c'est des personnes qui le font de manière constructive, c'est des personnes qui souhaitent m'aider. Parfois je suis pas d'accord avec elles mais j'en discute. Je ferme pas la discussion, je dis ouais je suis pas d'accord par rapport à tel et tel point, dis-moi ce que t'en penses. Derrière la personne me dit ouais mais je pense que tu te trompes sur le point 1 et 2, le 3 et 4, quoique t'as pas tort. Donc au final essaye d'adapter, voilà, on trouve un juste milieu et moi je bosse derrière par rapport à ça. Mais parfois il y a certaines personnes, et celles-là je pense pas que ça fasse partie des personnes qui me suivent ou qui veulent m'aider, qui me disent ah de telle à telle minute de la vidéo t'as perdu du temps à parler de choses personnelles, t'as perdu du temps à parler de ça, à blablater, je sais pas quoi, parle-moi de Gohan, de Goku, je sais pas quoi. Le but d'une chaîne YouTube, et si je l'ai ouverte, ma chaîne YouTube, c'est pour vous parler de ce que j'ai envie. Vous voyez, c'est pas pour me la jouer égoïste ou je sais pas quoi, mais c'est juste pour parler de ce que j'ai envie, pour partager ce que j'ai envie. Et c'est le principe de chaque chaîne YouTube. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai pas envie, je suis pas dans le délire vlog, je suis pas dans le délire où je vais vous partager ma vie pendant 1 heure de vidéo ou je sais pas quoi. C'est pas mon truc. Je respecte énormément ceux qui le font parce que ça leur correspond. Par contre,
dans certaines vidéos, 1 sur 3, 1 sur 2, je sais pas, je vais vous faire un message qui va durer entre 2 et 5 minutes pour vous dire ce qui se passe, pour vous dire ce qu'il y a de neuf en fait. Et ça, je le fais parce que j'ai envie de tisser un lien avec vous. C'est aussi comme ça, je pense que on peut avoir une bonne relation et briser ces fameuses frontières qu'il y a entre le youtubeur et les spectateurs. Au final, je suis quoi? Je suis pas différent de vous. Je suis pas là sur YouTube pour vous faire croire à des choses, je suis là pour partager ce que j'aime. Je sais que plein de youtubeurs disent ouais mais YouTube tu joues un rôle. Non, moi là je suis pas là pour jouer un rôle, je suis là pour vous partager. Je suis là et je vous montre quelques facettes de moi. Je vous montre pas des facettes que je préfère, je vous montre les facettes les plus adaptées à la plateforme YouTube, c'est tout. Celle qui parle de Dragon Ball, ça fait partie de moi, j'invente rien. Et le ton que j'ai quand je parle de Dragon Ball, la façon que j'ai de parler, elle est pas différente de celle que j'ai dans la vraie vie. Et les abonnés qui me parlent en vrai, il y en a certains qui me parlent sur les réseaux sociaux, certains avec qui on se parle en vrai sur du Skype ou je sais pas quoi. Et vous vous rendez facilement compte que j'ai exactement la même façon de parler dans la vraie vie que sur YouTube. C'est pas une façon ou un ton de parler que j'adapte ou que je fausse, non, je suis pareil. Et qui dit ne pas jouer de rôle, c'est aussi être clair et franc, transparent avec vous et vous dire exactement ce qui se passe. Ne pas avoir une relation un peu robotique, vous voyez, comme si on était des robots, pas humains. Au contraire, on est bien tous humains et je pense que la plateforme YouTube a besoin d'humanité, surtout encore plus à ce jour que dans toute son histoire. Et l'humanité, comment vous voulez l'avoir si vous partagez pas? Et qu'au final, j'arrive, je fais mon affaire sur Dragon Ball et je me casse. Ça n'a pas de sens. Comment vous voulez tisser un vrai lien? Et du coup, conclusion, juste pour dire à ces personnes-là qui me disent « Ouais, mais de telle minute à telle minute, tu as trop parlé de toi ou je sais pas quoi ». Oui, c'était voulu, je continuerai de le faire et ça fait partie de ma chaîne. Si j'arrive à tisser ce lien-là avec mes abonnés, c'est aussi pour ça. Et honnêtement, si un jour vous me mettez à remarquer que je fais plus ce genre de partage-là, que je rentre plus dans les détails, et que vous me sentez distant, ça veut dire que YouTube, presque pour moi, ça sera la fin et que j'aurai plus de motivation. Donc au final, et ça les personnes qui me suivent le savent, je sais que vous les abonnés, ceux qui ont fait le choix en ayant cliqué le bouton s'abonner, je sais que vous avez très bien compris ça. Bon du coup je m'éternise pas plus sur ce message qui aura duré beaucoup plus que prévu, mais à vrai dire j'avais pas envie de faire une vidéo exprès pour ça, et j'aurais fait quoi? J'aurais mis une miniature avec une tête triste en mettant en titre « Ah ça va pas les gars », non voilà, je préférais faire un message dans une vidéo. Bon, vraiment du coup on commence cette review de l'épisode 72 de DBS, qui, il est vrai, était, je vais commencer par ça pour une fois, il était assez décevant au niveau de sa qualité d'animation, sa qualité de dessin et tout ça. Enfin, décevant, surtout on va dire en deuxième moitié d'épisode. Et les scènes s'alternaient entre bonne qualité et mauvaise qualité. C'est souvent des teams d'animateurs différentes qui bossent dessus. Et en plus, entre chaque scène, c'est pas forcément le même mec ou la même équipe qui va la travailler. Et ça, c'est aussi valable pour les épisodes canon, mais la différence se ressent un petit peu moins. Du coup, ça fait que là, on a eu une qualité très irrégulière tout au long de l'épisode, mais c'était pas non plus hyper gênant une fois que tout a été animé, que tout allait très vite, ça va, ça passait. Après, niveau OST, on était toujours pareil, beaucoup de DBZ Kai en OST aussi, ça passait très bien, je vais pas me répéter sur ça, les OST DBZ Kai passent très bien sur DBS, alors qu'elles ne passaient pas pour moi à l'époque sur Kai, sur la série Kai tout simplement, mais sinon ça fait le taf. Je trouve que l'esprit, on va dire, des hors-séries qui a hanté cet épisode et la cohérence, malheureusement, s'est effacée. Et vous allez comprendre tout au long de ma review, je pense, ce que je veux dire. Bon, cet épisode a commencé alors avec au final peu de pleurs et de phases de tristesse comparé à ce que je pensais vis-à-vis de la mort de Goku. Et je vais vous dire dans quelques minutes pourquoi je pense que Goku a vraiment été mort durant cet épisode, et ça, peu de monde s'en est rendu compte, j'ai l'impression. En tout cas, en lisant les commentaires que j'ai reçus directement dans ma chaîne YouTube, en fait, beaucoup de monde m'a dit non, Goku il est pas mort, il a reçu une vague de ki, il est revenu à lui. Pour moi, Goku a été mort durant quelques secondes. Et finalement, on va même en parler de suite parce que, donc, on a eu cette phase avec peu de pleurs, comme je vous disais, en particulier de la part de Goten et de Gohan. Gohan, il avait l'air plus choqué de ce qui se passait, et encore, il avait même pas d'émotion vraiment visible sur son visage. Goten, il était presque au bord des pleurs, mais pas grand chose non plus. Et il y a quelques éléments qui m'ont paru bizarres dans cette espèce de résurrection de Goku. C'est déjà le fait que l'on a vu bien qu'il était étalé au sol et raide mort. Vraiment, les visuels qui ont été donnés, les ombrages et tout ça, les yeux un peu grisâtres qui ont été donnés à Goku, on voyait bien qu'il était sans vie sur le sol. Mais ça, vous allez me dire, c'est pas non plus une preuve, ça peut être juste un choix d'animation, bien sûr. Une autre chose qui vient alors s'ajouter pour prouver que Goku a bien été mort, c'est que Piccolo n'a pas pu le réanimer. C'est une technique qu'il avait déjà faite au préalable et qui avait marché, et là sur Goku ça n'a pas marché. Si Goku était dans le coma ou quelque chose comme ça, il serait revenu à lui grâce à la technique de Piccolo, surtout qu'il l'a essayé 3 ou 4 fois. C'est un peu comme s'il insuffle, il pousse du ki vers le corps sur lequel il pose ses mains. Et du ki, c'est la même chose que Goku a fait. Il a balancé une boule de ki dans le ciel, et c'est retombé sur lui, et ça l'a réanimé, tandis que le ki de Piccolo n'a pas marché.
Ok, vous allez me dire c'est le propre ki à Goku, mais le ki de Goku ne contient pas son âme. Donc cette situation est en plus incohérente, parce que juste ramener un mort à la vie grâce à son propre ki, ça va un peu loin. Et justement, vous allez me dire, bah oui, s'il a pu se réanimer grâce à son propre ki, c'est qu'il n'était pas vraiment mort. Moi je vous dirais que si, il était vraiment mort, parce que en plus des éléments que je vous ai cités, Hit a bien confirmé que pour lui Goku était mort, et si Hit juge que quelqu'un est mort, c'est qu'il est mort. Ça fait des centaines d'années sûrement qu'il exerce son métier d'assassin, et je peux vous garantir que ce personnage-là sait très bien à quel moment son ennemi est mort ou pas. Et vraiment la chose qui m'a fait comprendre que Goku était mort, c'est que bon d'accord, il l'a dit un peu sur le ton de l'humour, mais il a bien déclaré, Goku, une fois qu'il est revenu à la vie, Goku a dit « J'ai même vu le roi Enma pendant 1 seconde ». Le roi Enma, c'est quand même le gardien, c'est quand même le gardien des portes de l'au-delà, celui qui dit si vous allez finir en enfer ou au paradis. C'est lui qui attribue ça. Et Goku a été le voir, ça veut dire que son âme n'habitait plus son corps et s'est retrouvé dans le royaume des morts. Et que juste une vague de ki envoyée sur son corps vide, sans âme, a réussi à le réanimer. Vous comprenez qu'il y a bien un souci là-dedans. Donc pour moi, Goku était mort, mais ça me paraît incohérent au vu des explications qui ont été données que simplement sa vague de ki ait pu le réanimer. Et c'est aussi pour ça que je vous disais que l'esprit des hors-séries hante cet épisode. Parce que voilà, il y a quand même des choses bizarres qui se passent et on est obligé de gober ça. Après, j'ai bien aimé les paroles de Goku à son réveil. Déjà en disant que Hit utilisait quelque chose de plus incroyable que le Toki Tobashi. J'ai bien aimé, je sais pas, ça donnait un effet d'ampleur, ça amplifiait les capacités de Hit. Mais une chose que j'ai bien aimé aussi, c'est l'échange entre Goten et Goku. Vous savez, quand ils se sont tapés le poing et tout ça, que Goku a promis de gagner à son fils. Je sais pas pour vous, je comptais même faire une vidéo sur la chaîne, mais bon, j'ai pas encore faite, mais ça arrivera sûrement. Une vidéo un peu à thème cette fois-ci. Peut-être même une vidéo débat, pourquoi pas. Pour vous dire que je trouve que Goku est un bien meilleur père pour Goten qu'il ne l'a été pour Gohan. Ça veut pas dire que Goku est devenu un bon père. Ça veut pas dire que Goku est devenu le père parfait, le père idéal. Ça veut pas dire ça. Mais je veux juste dire qu'en comparaison, avec Gohan, avec la relation qu'a eu Gohan avec son père, je trouve que Goku est un bien meilleur père de famille maintenant dans DBS qu'il ne l'a été dans DBZ. D'accord, il fait toujours beaucoup de conneries, il s'échappe pour aller combattre l'ennemi, ça changera pas. Mais il y a plein de points sur lesquels sa relation avec Goten est quand même beaucoup plus proche, il tisse beaucoup plus de liens, alors je sais pas si c'était vraiment une volonté scénaristique pour montrer le fait que Gohan, lui, il est un peu plus intellectuel et tout ça, plus sage que Goku lui-même. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont été moins proches. Et que du coup, Goten déjà physiquement, on voit bien que c'est le double de la copie de Goku. Et qu'en plus, niveau caractère, il est assez proche de Goku jeune. C'est pour ça qu'ils s'entendraient mieux. Goku, en plus, il est quand même plus vieux qu'à l'époque. Il est même grand-père. Hein. Et du coup, il s'est un peu aussi assagi et entreprend mieux ses relations familiales. Alors qu'à l'époque de Dragon Ball, voilà, il avait l'esprit assez jeune, assez vif. Les Saiyajins, en plus ils sont jeunes, plus ils veulent courir partout, ils veulent taper du monde, on va dire. C'est un peu bizarre comme j'ai dit ça, mais c'est un peu ça. Hein. Ils sont très vifs, les Saiyajins. Et on a très bien vu que plus ils prennent de l'âge, plus ils gagnent en maturité. Et ils gagnent en sagesse, on va dire. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, Hit confirme alors qu'il était sûr d'avoir tué Goku. Et d'ailleurs, chose aussi étrange, c'est que Goku, une fois qu'il est revenu à la vie, on va dire, il était fatigué. Ça, c'était normal. Il avait eu plus de souffle, il tombait au sol et tout ça. Et d'un coup, il est revenu au top, vraiment au top niveau, et en plus, sans prendre un Senzu, sans aucune technique de régénération, sans rien. Il a pu même revenir en Super Saiyajin Blue, et d'ailleurs, quand il a réactivé son Super Saiyajin Blue, la tête à l'envers, enfin, la tête penchée un peu en arrière et tout ça, les cheveux un peu tirés vers l'arrière, ça m'a fait penser l'espace d'une seconde à une transformation vers le Super Saiyajin 3. Je vous parle juste de la pose, la méthode d'animation choisie, les dessins, voilà, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc, Goku dit de manière assez classe qu'il a compris la technique de Hit, et j'ai trouvé tout aussi classe les échanges de dialogue, hein, que ce sont pas les échanges de coups, vraiment les dialogues que se sont fait Hit et Goku à ce moment-là, dans la forêt et tout ça. J'ai trouvé leur relation assez classe, à vrai dire, dans l'ensemble, ça m'a beaucoup plu. Et on a commencé à avoir des transitions vers de nouvelles explications concernant les nouvelles techniques de Hit, comme le fait qu'il puisse créer de faux ki et du coup simuler un peu sa présence de partout. Et vraiment la manière dont Goku s'est concentré pour trouver ce fameux ki, pour déterminer lequel était le vrai avec les effets d'animation et tout, m'a dans l'ensemble fait penser à Bleach. Vous savez que j'aime bien vous donner des exemples populaires aussi, et du coup ça m'a fait penser beaucoup à Bleach quand Ichigo, surtout en début de série, après il l'a plus trop fait, il cherchait les liens de Reiatsu. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça faisait un peu comme des sortes d'écharpes, qui volent dans une espèce de zone, une espèce de ciel, un truc un peu bizarre. Et il y avait plein de fils d'âme, de liens de Reiatsu
qui étaient tous blancs et il fallait que Ichigo se concentre pour trouver celui qui est rouge et qui correspond à celui qu'il voulait trouver. Et là, c'était un peu pareil la manière de déterminer qui est le vrai Hit entre tous les faux Hits. Et d'ailleurs, je trouve que cette scène était bien adaptée et représentait bien le personnage de Goku et son passé, parce que Goku a toujours eu d'excellentes capacités sensorielles, de très bonnes facultés sensorielles depuis Dragon Ball, vraiment sans le Z, l'animé sans le Z. C'est-à-dire les tout premiers tournois et tout ça, à chaque fois qu'un ennemi a voulu lui faire à l'envers à Goku, c'est-à-dire qu'il s'est démultiplié, que le mec a masqué son ki, que le mec s'est dédoublé ou je sais pas quoi, à chaque fois Goku a fait preuve de concentration, de son génie de combat aussi, et a réussi à le trouver, à démasquer cette personne qui voulait le duper. Et j'ai trouvé que c'était un très beau clin d'œil à ce passé-là de Goku, et d'ailleurs la phase où Goku ferme les yeux et sourit et tout ça, me rappelle beaucoup Goku Super Saiyajin 4 dans DBGT au moment où il est aveugle, et qu'il fermait les yeux et qu'il souriait, même en étant aveugle, en même temps qu'il cherchait son adversaire et qu'il faisait preuve aussi de capacités sensorielles. Je sais pas si ça va vous parler comme référence, mais en tout cas, moi, ça m'a sauté aux yeux. Alors, comme je vous disais, petit à petit, l'attaque de Hit se développe de plus en plus, on nous parle d'explosion invisible, et ça, on y viendra à la fin, plutôt vers la fin de cette review-là, concernant l'explication finale donnée par Vados. Et ensuite, une phrase qui m'a un peu marqué, c'est que Hit dit « J'utiliserai n'importe quelle méthode pour avoir ma cible ». Alors c'est vrai que c'est bizarre quand même parce que Hit d'habitude il fait preuve de certaines valeurs. On voit que de manière globale il se met en face de son adversaire, ne tue pas dans le dos vraiment, n'a pas l'air d'aimer tuer dans le dos. Et là j'ai l'impression qu'il a révélé le fait qu'au final s'il n'arrivait pas à tuer en ayant des valeurs, un contrat est un contrat et après il utilisera n'importe quelle méthode pour y arriver. Je sais pas si j'en ai fait la bonne interprétation, mais vis-à-vis des mots que j'ai eu dans la traduction, et de ce que j'ai compris de ma propre écoute, je pense que ça m'a l'air cohérent, le fait qu'au final, Hit s'impose un peu plusieurs niveaux, en fonction du propre niveau de puissance de son adversaire, et que d'ailleurs, de manière générale, et depuis des années, des centaines d'années où il exerce son métier, il a jamais eu besoin de taper quelqu'un dans le dos pour le tuer. Au final, il a toujours one-shot en se mettant de face, et son code d'honneur, il a toujours pu le respecter. Mais face à un mec comme Goku qui oppose une folle résistance, eh bien, s'il a un contrat, il va être un peu obligé d'utiliser tous les moyens. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. D'ailleurs, on voit bien qu'il se met à attaquer à distance et en plus sans latence, c'est-à-dire qu'il est très loin de Goku, je sais pas, plusieurs centaines de mètres peut-être dans la nuit, et qu'il arrive à balancer des coups et que ça ressort pile direct devant Goku comme s'il était en combat au corps à corps, alors que non, ils sont super loin. Déjà, je trouve que cette technique, elle est super cheatée, et je sais que ce n'est pas du tout la même technique que ce que je vais vous citer, mais ça m'a beaucoup fait penser à Janemba en fait. Et aussi bien à Janemba dans ses deux formes, sa forme gigantesque ou sa forme humanoïde, peu importe. Vous savez quand il balance un coup de poing et que ça ressort dans une autre dimension, ou alors quand par exemple on voyait Janemba entre guillemets se téléporter, qui se divisait un peu en cubes, et qu'il se téléportait dans le dos de Goku, de Paikwan et tout ça. Ça m'y a fait beaucoup penser, et vous avez bien vu que Hit, de la même manière, entre guillemets, mais pas avec les mêmes effets d'animation, les coups de Hit arrivaient à transpercer l'espace, et ses déplacements faisaient de lui comme s'il sortait d'espèces de failles, et c'était très ressemblant. Bon, ensuite on a eu une transition sur une phase qui m'a fait un peu tilter sur le moment, mais bon, à la fin de l'épisode c'est vite retombé. Les échanges entre Whis et Vegeta qui a voulu duper Whis durant son entraînement pour aller plus vite sur Terre, et d'ailleurs ça a fini par marcher, en lui proposant du steak, et Whis lui disant qu'il avait déjà mangé du steak, Vegeta lui a alors dit qu'il lui ferait goûter le steak avec la sauce de sa grand-mère. C'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, qui c'est la grand-mère à Vegeta? Ils vont pas nous introduire ça comme ça avec une histoire de steak. Bon, au final, en fin d'épisode, on a compris que c'était une connerie, une invention de Vegeta, histoire de faire bouger Whis. Mais c'est vrai que je vous avoue, sur le moment, j'ai vite pris une note en regardant l'épisode en marquant parler de la grand-mère de Vegeta. Parce que je me suis dit, autant jusqu'à la fin de l'épisode, il ne donne pas de réponse, et putain, qui c'est cette vieille? Et finalement, non, ça va, on a su que c'était pas grand-chose au final. Cette scène-là n'a pas duré longtemps, mais nous a fait comprendre que Whis et tout le monde allaient débarquer sur Terre, et on revoit Hit. J'ai aussi noté quelques dialogues, et aussi Goku qui se parle à lui-même en disant de Hit, c'est comme s'ils étaient deux à la fois. Et vraiment, cette technique me paraît ultra cheatée, et je me demande pourquoi Hit ne l'a pas utilisé durant le tournoi. Il est pas obligé de tuer, la preuve. Il peut mettre de très gros coups avec ça, sur Goku, sans tuer la personne. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé? Alors honnêtement, j'ai bien peur que ça soit un rajout, Je vous le dis honnêtement, j'ai peur que ça soit un rajout durant ces hors-séries, que l'Ato Animation s'est permis de prendre pas mal de liberté. Et d'ailleurs, en fin d'épisode, elle a aussi fait en sorte de rééquilibrer les niveaux de puissance entre Hit et Goku. Franchement, elle a fait un gros jeu d'équilibriste sur ces deux épisodes, en nous amenant un Hit ultra cheaté plus que jamais, et à la fin en le faisant retomber, mais d'un coup c'était presque un peu violent à prendre en tant que spectateur dans la tête.
Bon, en tout cas, Vados et Ciampa sont là et observent le combat, ce qui est déjà révélateur du complot qui se trame là-dessous. Vados fait des explications concernant le Tokitobashi. Elle nous dit que Hit n'arrête pas le temps et qu'il l'avance, c'est d'ailleurs quelque chose dont j'avais déjà parlé dans mes vidéos, et qu'il peut le stocker. Ça, j'en faisais un peu état dans ma dernière review du futur, dans laquelle je vous disais qu'il avait une certaine manipulation du temps, Hit, qui lui permet d'avoir une rémanence de lui-même. Et voilà, on est dans des explications assez similaires. Et Vados est allé même un peu plus loin que ma propre explication en parlant du fait que Hit puisse créer un monde parallèle. Et ça, elle ne l'a pas dit, mais on comprend très bien que Hit peut faire tout ça sans créer de timeline. Et vraiment, des mecs qui arrivent à manipuler le temps sans créer de timeline, j'en connais pas beaucoup, mis à part les anges et Hit. Donc c'est vraiment balèze comme technique. On a aussi commencé à avoir des informations sur le commanditaire, l'employeur de Hit, le boss de Hit, avec Ciampa qui nous a dit qu'il était content de l'élimination de Goku vis-à-vis du tournoi, ce sera la plus grosse menace Univers 7, mais la manière dont il l'a dit, on comprend que Ciampa n'était pas au courant. Il est même reconnaissant envers Vados d'avoir pris cette initiative. Mais au final, Vados, elle n'a rien voulu faire, elle dit qu'elle n'était que l'intermédiaire qui employait Hit. Et derrière, transition sur le fait que Hit prend de plus en plus de plaisir dans son combat, et qu'il y a un peu quelque chose qui se révèle, et ça a été révélé et réveillé par Goku uniquement. Et ça n'aurait jamais pu arriver autrement. Encore une nouvelle transition dans cet épisode-là, avec l'arrivée de Beerus que j'ai trouvé vraiment excellente. Je m'y attendais pas de cette manière-là, mais honnêtement, je l'ai trouvé excellente. La manière dont il a parlé de haut à Goku qui venait de dire à Hit « Mes ennemis, je les laisse jamais s'en tirer comme ça » ou « Mes adversaires, je les laisse jamais s'en tirer comme ça » et Beerus derrière qui lui fait un peu fermer sa bouche en lui disant « Moi, au final, je t'ai toujours battu et il n'y a jamais eu de conséquences. » En plus, avec Beerus de haut sur un rocher et tout ça, c'était vraiment la position de hauteur du Akaishin par rapport au mortel, et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que Vados nous dit que ce combat prend des airs de tournoi, et moi je dirais que oui, je suis d'accord, mais ça prend peut-être plus des airs de combat de rue, je dirais. Un peu comme un extra, un combat bonus, et je pense que c'était plus ça que l'épisode, cet arc-là, Hit, a voulu nous faire transparaître, a voulu nous communiquer. Et là où je vous disais que cet épisode et cet arc a joué à l'équilibriste sur le niveau de puissance de Hit, c'est justement parce que si vous vous rappelez bien du chapitre 13 de Dragon Ball Super, on avait déjà un Hit qui était beaucoup moins puissant que celui-ci. Et en plus de ça, il nous avait été dit et montré que le Tokitobashi ne peut affecter que moins fort en termes de puissance brute, c'est-à-dire de niveau de ki, que Hit lui-même. Ce qui, dans le tournoi de Ciampa dans l'anime, aux alentours des épisodes 38, 39, tout ça, ne nous a jamais été dit. Hit pouvait affecter visiblement qui il voulait avec son Tokitobashi. Et là, cet épisode-là a réussi à amener un Hit surpuissant, mais en même temps, en fin d'épisode, à nous faire comprendre que la puissance de ki de Goku, qui surpasse celle de Hit, pouvait faire en sorte d'annuler tous les effets du Tokitobashi. Et là, ça fait directement le lien, ça fait directement référence à ce fameux chapitre 13 de DBS. Comme quoi, je vous avais dit durant le live qu'il y avait une incohérence qui tourne autour de Hit, et vous voyez qu'ils sont en train de la remettre à plat petit à petit. C'est vrai que c'était assez surprenant de voir qu'au final, en 2 minutes, Goku a réussi à renverser la tendance, mais on va se dire qu'il a compris que le simple fait d'utiliser, d'optimiser, de maximiser son niveau de ki pouvait marcher, et au final, c'est ça la clé dans le manga, c'est vraiment ça. Si vous augmentez suffisamment votre niveau de ki, vous pouvez contrer Hit aussi bêtement que ça. Et c'est aussi pour nous faire comprendre que des mecs comme des Akaishin tels que Ciampa ou Beerus n'ont vraiment rien à craindre de la part de Hit, parce qu'ils ont un niveau de puissance déjà bien supérieur à Goku, donc largement supérieur à Hit, et qu'au final le Tokitobashi ne leur fera rien du tout. Bon, on arrive alors en fin d'épisode, il y a quelque chose qui a un peu choqué, pas vraiment choqué, mais qui a fait parler beaucoup de monde, c'est le fait que Vegeta a insulté Beerus de stupide, et qu'ensuite Vegeta s'est tourné vers Beerus, et s'est vraiment agenouillé devant Beerus et s'est excusé. Beaucoup de monde sur les forums et tout ça ont trouvé cette scène rabaissante pour Vegeta. Dans le fond, je comprends la fierté, la fameuse fierté de Vegeta et tout ça. Mais si vous analysez bien, il n'y a rien de rabaissant. Et je parle même pas du lien entre mortel et Dieu, je vous parle déjà de respect tout simple. Dans la vie, celui qui a insulté quelqu'un en plus sans raison, oui, il doit s'excuser en face de celui qui l'a insulté. Si demain je vous croise et que je vous insulte sans raison, la seule manière de rattraper un tout petit peu les choses, ça sera de m'excuser. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je joue la fierté, que je vous dise « Ah non, moi je vous dois rien, je serai le plus gros des cons ». Donc déjà, vis-à-vis de la vraie vie, je sais que les mangas c'est pas la vraie vie, mais vis-à-vis de la vraie vie, c'est assez logique. Et ensuite, c'est aussi l'historique de Dragon Ball et l'histoire de Beerus qui montre que Beerus justement s'impose devant tous les peuples et ce depuis toujours, depuis qu'il est Akaishin. Regardez le père de Vegeta qui faisait encore plus preuve de fierté que Vegeta lui-même. Il a posé le genou par terre tel que Vegeta. Frieza, il a fait pareil. Même en forme Golden, il avait tout autant peur de Beerus. Pourtant, il aurait pu se dire, avec ma super forme, je peux le devancer. Il aurait pu avoir des espoirs au moins, même si c'est faux. Mais non, il a même pas voulu tenter.
Et Vegeta, depuis le tout début de DBS, il s'incline devant Beerus, parce qu'il sait très bien quel est son rang, quel est son statut, et surtout quelles sont ses capacités. Donc, vous avez deux choses qui font que Vegeta s'est excusé. Déjà, le fait qu'il a insulté quelqu'un sans raison, ça c'est un motif, et en plus derrière, l'espèce de hiérarchie divine qui est instaurée dans Dragon Ball. Bon, après ça, on nous a révélé alors qui avait vraiment engagé Hit pour tuer Goku. Et au final, en quelque sorte, c'est Goku qui l'a engagé lui-même. Et je n'ai pas pu retrouver dans les commentaires. Dans tous les commentaires que j'ai reçus, il n'y a qu'une seule personne m'ayant laissé un commentaire me disant c'est Goku qui a engagé Hit lui-même pour se faire une sorte de combat d'entraînement ou avoir sa revanche. Et qui en était en plus persuadé. J'avais légèrement discuté avec lui dans les commentaires. J'ai essayé de fouiller pour retrouver ce commentaire-là, les outils de recherche et tout ça de YouTube, j'ai pas pu mettre la main dessus. En tout cas, si tu écoutes cette vidéo-là, j'aimerais te féliciter énormément. Désolé, j'aurais aimé pouvoir te citer, pouvoir dire ton nom, enfin ton pseudo YouTube, mais je peux pas. Je l'ai pas retrouvé et j'en suis vraiment désolé. En tout cas, félicitations à toi d'avoir vu ça. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont venir me dire oui, moi aussi je l'avais trouvé, je l'avais dit, mais moi, je n'ai reçu qu'un seul commentaire me disant oui, je pensais que c'était Goku. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de féliciter celui-ci, parce qu'en plus, il a eu le courage de le partager dans les commentaires. Mais sachez que si vous y avez pensé dès le début, je vous fais confiance et je vous en félicite aussi. Mais voilà, je pense que vous comprenez pourquoi je voudrais mettre cette personne-là en lumière et pas forcément tout le monde me disant « Ah, j'y ai pensé avant ». Comme j'ai dit en début de vidéo, vous êtes très intelligent et vous comprendrez facilement. Et en vérité, on comprend qu'il y a eu pas mal d'intermédiaires. Goku a demandé à Whis d'engager Hit. Whis, à force de se faire harceler par Goku, a demandé à sa propre sœur Vados, qui elle-même a engagé Hit. Donc, en gros, le fait d'avoir utilisé Vados a permis de motiver Hit, car déjà, il ne connaissait pas quel était son vrai patron, à savoir Goku, sinon il aurait trouvé ça ridicule, il n'aurait même pas tué Goku je pense, il aurait même peut-être refusé le contrat, ça paraît bête. D'ailleurs tiens, c'est une bonne question pour vous, si Hit savait que Goku était son propre patron, aurait-il joué le jeu aussi bien, aurait-il accepté le contrat? Je pense que c'est une bonne question. Ensuite, le fait d'avoir eu Vados, ça nous permet de comprendre qu'elle lui a fourni les moyens techniques et qu'elle lui a aussi promis un gros lot, enfin une grosse somme, un gros montant, une grosse récompense pour avoir le contrat accompli. Du coup, on comprend que avoir utilisé Vados permettait de justifier pas mal de choses. Une chose qui était cool à la fin de tout ça, à en retirer, c'est plutôt deux choses, je dirais. La première, c'est que Beerus a confirmé ses ordres envers Whis, c'est-à-dire d'entraîner Goku lui-même en personne. Ça confirme bien ses intentions vis-à-vis de Goku, et ses motivations propres à Beerus aussi. Et ça me permet aussi de vous rappeler ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo concernant le tournoi de Zeno qui arrive à grands pas, et le fait que la Team Z, tous les membres, ou presque, on va dire ou presque, de la Team Z, du moins les Terriens, Piccolo, le Namek, voilà, pourraient et vont très sûrement, je le vois arriver de plus en plus, se faire entraîner par Whis, avec Whis. Déjà, ce serait vraiment top. Imaginez une nouvelle fois dans cette vidéo un power-up pour les Terriens provenant d'entraînement avec Whis, ça serait vraiment top. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est au moment où Beerus a dit ça, a demandé à Whis de continuer d'entraîner Goku, c'est que Hit a fait un mouvement de tête et aussi un petit bruit de bouche, voulant dire qu'il a remarqué cette phrase, qu'il l'a notée. Et on sait que d'habitude Hit, il reste assez froid. Et là, il a tout de suite remarqué l'importance de l'entraînement de Goku avec Whis. Il s'est dit merde, Goku s'entraîne avec un ange. Et ça, je crois pas que je vous en avais parlé dans une vidéo, peut-être en live, je sais plus, à vrai dire, je me rappelle pas. En tout cas, j'ai l'idée depuis plusieurs semaines que plusieurs membres de la team Univers 6 vont se faire entraîner par Vados, ça me semble logique. Comme d'autres membres de d'autres univers vont se faire entraîner aussi par des anges, vis-à-vis des conditions dans lesquelles le tournoi va se développer, vis-à-vis des enjeux du prochain tournoi de Zeno. Et imaginez alors, et c'est une idée que j'ai depuis plusieurs semaines, Hit se faire entraîner par Vados. Et je vous parle pas de Kiabe tout ça, mais déjà, et pour le moment je vous parle pas encore de Kiabe ou autre, mais je me concentre à peu près sur Hit en vous disant que moi, je suis quasi certain, même sûr, je dirais, je prends le risque aller, de vous dire que Hit va se faire entraîner par Vados. Et sachez que pour le moment, Hit, contrairement à Goku, n'a pas le moindre ki divin en lui. Alors imaginez si ça le devenait. Imaginez s'il arrivait à développer cette forme de ki. Vous comprenez que Hit peut arriver à de très belles choses. Bon, tout à l'heure, je vous disais que Vados a permis de justifier la venue de Hit sur la Terre et de lui fournir les moyens. Mais un truc aussi bizarre à la fin, c'est que Hit il s'en va tout seul, de son côté, et Vados et Champa s'en vont de leur propre côté, en utilisant le moyen de transport de Vados. Enfin, c'est-à-dire en se collant à Vados et elle vole à travers l'espace. Alors qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Que Hit il va rester dans la Terre? Ça paraît louche et étrange. Que Hit peut partir dans l'univers 6 de lui-même, mais ça on a très bien compris durant le tournoi que lui n'avait pas ses propres moyens de voyage inter-univers. On pourrait en déduire, mais ça serait vraiment
très implicite que Hit a gagné le cube juste en acceptant ce contrat de la part de Vados. Ça serait un peu gros comme lot comme gain, mais peut-être aussi qu'un lien de confiance est tissé entre Hit et Vados, justifiant le fait qu'il a obtenu le cube et qu'il peut repartir lui-même dans l'univers 6 et aller dans n'importe lequel des univers obtenir de nouveaux contrats. Ou alors, bêtement, c'est une incohérence de hors-série. Ce qui me semble être le plus probable, à vrai dire, mais bon. C'est vrai que c'est flou, c'est pas expliqué, donc difficile de déterminer, mais il y a quand même une grosse question qui se pose là. J'ai trouvé la phase de fin avec Chi-Chi assez intéressante, le fait qu'elle s'inquiète, qu'elle fasse un câlin à Goku et tout ça, c'était assez drôle à voir, émouvant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire du steak de la grand-mère de Vegeta et sa fameuse sauce secrète n'était qu'une connerie en fait de la part de Vegeta, qui copie maintenant les manies de Goku de mentir aux dieux pour obtenir ce qu'il veut. Et c'était vraiment très drôle, un peu comme Goku qui a improvisé face à Zeno qui lui trouverait un nouvel ami, et au final il a réussi à lui trouver un deuxième Zeno, mais bon, à la base il le savait pas. Ou encore, on avait eu Goku dans l'arc Buu qui avait promis au doyen Kaioshin, au vieux Kaioshin, de lui donner des photos de Bulma, en sous-vêtements ou un truc comme ça, alors qu'il n'avait même pas l'accord de Bulma ni de Vegeta. Bon, concluons vite fait sur l'épisode 73. À vrai dire, je sais pas comment je vais l'aborder aujourd'hui. Je sais pas comment je vais vous en parler dans la semaine. C'est vrai que cette semaine, il y aura beaucoup moins de vidéos que d'habitude, mais je vais sûrement parler de l'épisode 73. Une review du futur, oui, pourquoi pas, c'est sûr, c'est un des formats que je préfère, mais vous vous doutez qu'il n'y a pas d'énorme intérêt pour moi de me poser sur l'écriture d'un scénario d'épisode tel que le 73. Surtout si vous avez vu la preview, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand chose à faire d'intéressant, aussi bien pour moi en écriture que pour vous à m'écouter parler de ça. Et je me suis dit que je ferais peut-être alors ma première vidéo d'analyse de preview sur la chaîne. C'est un format qui me permettrait de compenser à chaque fois où je peux pas vous faire une review du futur parce que l'épisode n'est pas assez important, on va dire, ou c'est des hors-séries un peu de merde, pardon du terme, et bien à la place je pourrais vous faire une analyse de preview pour savoir quelle phase d'humour on pourrait en faire ressortir, quelle transition vers le prochain arc, voilà, des choses un peu intéressantes, mais c'est vrai qu'il y en a pas assez pour faire une grosse écriture de review du futur. C'est encore flou pour moi, mais d'ailleurs n'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous en pensez. Si vous préférez quand même une review du futur pour l'épisode 73, si vous trouvez que ça va être amusant, ou si vous préférez une simple analyse de preview pour faire plus court, pour faire plus vite, pour faire plus synthétique, pourquoi pas, je comprendrai aussi. En tout cas, les devins, du coup, je vais vous laisser sur ces mots, je vous remercie énormément. Je ferai de mon mieux dans tous les cas cette semaine pour vous poster mes vidéos, mais comme je vous ai dit en tout début, je vais pas me répéter, mais c'est difficile pour moi en ce moment et de tous les côtés. Je compte sur vous pour comprendre, c'est vraiment de ça dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, c'est aussi votre soutien qui me fait beaucoup de bien et beaucoup plus que vous ne le pensez. Les devins, encore merci, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, liker et commenter pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.